Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. 9 voix ont manqué hier pour faire chuter le gouvernement. C'est un score qui montre quand même le mécontentement des députés face à l'usage de ce 49.3. Ça montre surtout l'échec de ceux qui ont voulu créer une majorité alternative, une majorité un peu composite, qui allait de l'extrême droite à l'extrême gauche avec l'extrême centre. On voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de majorité alternative pour faire chuter le gouvernement et surtout pour proposer une alternative aux Français. Et il n'y a pas de projet. C'était un agrégat de tous ceux qui sont contre et qui ne proposent rien. Oui, mais ça sanctionnait une période où le gouvernement avait donné l'impression de naviguer, de ne pas réussir à créer une majorité positive sur ce projet de réforme des retraites. Une majorité qui était promise par la Première ministre. Mais moi, je suis pas dans le déni. Passer par le 49.3, c'était compliqué. On aurait préféré effectivement passer par un vote et avoir une majorité parlementaire sur ce texte de loi qui était important pour l'avenir de notre système de retraite. Donc nous l'avons trouvé au Parlement, au Sénat. On a trouvé un large compromis avec la majorité sénatoriale LR, centriste et majorité présidentielle. On a réussi au bout de 109 heures de débat à aller jusqu'au bout de ce texte et d'avoir des vraies améliorations. 6 milliards de mesures compensatoires sociales pour justement accompagner les Français dans cette transition et dans cet effort supplémentaire que nous leur demandons. Et on voit bien que l'obstruction, notamment de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale, a provoqué ce blocage. Cette extrême gauche qui dit aujourd'hui, par la bouche de Mathilde Panot, un président du groupe LFI à l'Assemblée, ce gouvernement est d'ores et déjà mort. Que répondez-vous ? Non, moi je pense que ce gouvernement n'est pas mort et quand on voit le nombre de crises que nous devons traverser actuellement, crise climatique, économique, sociale, la guerre aux portes de l'Europe, je pense que nous avons besoin d'un gouvernement et d'un président de la République qui continue de présider et de gouverner pour notre pays et je pense qu'on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui de réformer de notre pays. Il faut continuer à avancer. Alors justement, qu'attendez-vous de cet exécutif ? Le président réunit les ministres et les dirigeants de la majorité ce matin. Il réunira des parlementaires ce soir. Vous serez peut-être d'ailleurs à l'Élysée avec les parlementaires de la majorité. Il parlera demain à 13h à la télévision. Qu'attendez-vous de lui ? Moi, j'attends qu'il remotive les troupes et je pense que nous en avons besoin. Nous suivons toujours le président de la République. Nous croyons en son projet, celui de 2017, ce dépassement, et celui de 2022 dans la continuité et de porter des réformes jusqu'à la fin de son quinquennat. On a besoin. Moi, vous savez, je crois aux majorités de projets. Et c'était vraiment le projet initial du président de la République, c'est-à-dire de pouvoir prendre les bonnes énergies de droite et de gauche, quelles que soient leurs origines politiques, pour faire avancer notre pays et continuer à le réformer. Et donc moi je crois à ce projet originel et je pense que c'est ce qu'on a besoin de réentendre ce soir. On a vu le malaise de la France ces derniers temps. Est-ce qu'il faut une grande conférence sociale pour parler de travail, pour parler salaire, inflation ? Mais ça a été annoncé déjà par la majorité présidentielle, par le gouvernement. Il y aura cette conférence sociale. Il y a ce projet aussi porté par Olivier Dussopt sur la réforme travail, qui est aussi nécessaire pour comment est-ce qu'on voit notre relation au travail avec les organisations syndicales, avec ce dialogue social qui est nécessaire dans notre pays, qui a eu lieu, contrairement à ce qu'on peut entendre, qui a eu lieu depuis le mois de septembre à décembre, avant le parcours parlementaire et législatif. Vous évoquez Olivier Dussopt, c'est votre chef de file, vous êtes délégué général de Territoire et Progrès, un de ces groupes de la majorité. Il sort quand même très cabossé de ce parcours de la réforme des retraites au Parlement. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, il sort renforcé de ce dispositif, de ce cheminement législatif, pour reprendre les propos du président de la République, notamment parce que il manquait certainement de notoriété, il manquait de visibilité dans le pays, et on a vu un ministre qui était solide techniquement, solide politiquement, et qui a su tenir en fait les débats de bout en bout, à la fois au Sénat, à l'Assemblée nationale, et je pense que c'est un grand ministre du travail. Comme lui, vous venez de la gauche. Comment avez-vous vu la gauche, cette gauche du Parti socialiste, dans ce débat ? Elle a tenté de résister à LFI en évitant l'obstruction, elle a été soumise ? Écoutez, moi j'ai vu la gauche, enfin le Parti socialiste à l'Assemblée nationale, qui s'est complètement mélenchonisé et qui était dans la main de Mathilde Panot et de la LFI. Et je me suis dit, au Sénat, c'est des gens qui sont respectables, en tout cas qui ont cette expérience, et en plus ils sont majoritaires, et il n'y a pas de LFI au Sénat, donc je pensais que les débats allaient être plus consensuels et en tout cas constructifs. Et on s'est rendu compte que, y compris au Sénat, il y avait une mélenchonisation des esprits et une volonté d'obstruction qui est quand même inédite au Sénat, et on a vécu 109 heures de débat avec une volonté farouche, notamment du groupe socialiste mené par le président Caner, qui, on peut pas dire que ce soit le plus gauchiste des
des socialistes, en tout cas ils ne nous avaient pas habitués à ça, à avoir une attitude complètement irrationnelle par rapport au texte de loi. Mais parce qu'ils sont aussi, et certains républicains sont dans la même situation, le reflet de leur circonscription, de leurs électeurs. Et on sent une colère sociale dans le pays, ils s'en sont fait l'écho. Oui, mais quand on est responsable politique, on ne fait pas seulement par rapport à ce que les Français attendent, veulent, ou ce qu'ils entendent sur le terrain. On est aussi responsable pour emmener le pays et être... Quand on a des responsabilités, on n'est pas populiste, sinon on laisse ça aux extrêmes. Quand on est responsable politique, on voit l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'était de sauver et de préserver notre système de retraite par répartition. C'est pas une pacotille, 13,5 milliards d'euros à horizon 2030. C'était la mort programmée de notre système de retraite par répartition si nous ne le réformions pas et si nous ne trouvions pas une mesure pour faire en sorte que on continue à ce que les actifs financent les pensions de retraite de demain. Une dissolution, retourner devant les urnes, est-ce que ça ne clarifierait pas complètement ce paysage politique? Mais clarifier pourquoi aujourd'hui? La NUPES ferait ses choix, on continue ensemble ou pas, les LR choisiraient entre gouvernement ou opposition. Si la dissolution, c'est de faire en sorte, et je sais que c'était une option, et le président de la République l'a dit, effectivement, que si la motion de censure était votée, il fallait revenir devant les Français pour que les Français refassent un choix. Mais c'est quoi l'alternative, la majorité alternative qu'on nous propose au niveau des oppositions? C'est une alliance entre la LFI et le Rassemblement national, avec des extrêmes centristes, on ne sait pas d'où ils viennent, où ils avaient voté contre le mariage pour tous, et des anciens socialistes qui ont perdu la raison et le cap d'un parti de gouvernement. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que c'est l'alternative crédible que les Français attendent. Et donc, hormis avoir un agrégat de personnes qui sont contre tous et qui ne proposent rien, je ne vois pas l'avenir. Il reste un obstacle juridique pour le texte, c'est le Conseil constitutionnel. Elisabeth Borne, elle l'a d'ailleurs saisi immédiatement. Est-ce que vous craignez certaines fragilités juridiques du texte, par exemple ce CDI senior que la droite a ajouté? Écoutez, moi, je fais confiance au Conseil constitutionnel et je ne suis pas constitutionnaliste. Donc, moi, j'ai fait mon travail de parlementaire. Nous avons amendé, nous avons proposé, nous avons modifié, nous avons amélioré ce texte initial du gouvernement. La Première ministre a décidé, et c'est tout à fait légitime, de saisir le Conseil constitutionnel pour valider un certain nombre de dispositifs qui ont été proposés par le Parlement. Il faut que ça suive son cheminement maintenant législatif et constitutionnel pour que le président puisse promulguer la loi in fine. Il y a aussi un autre obstacle, ce sont les violences sporadiques qui se multiplient un peu partout en France. Hier, jeudi, il y aura une grande grève. Est-ce que la rue ne va pas faire reculer le pouvoir? Je ne suis pas sûr qu'on gouverne avec la rue et je ne suis pas... de ceux qui pensent que, comme à la LFI, ce qu'on ne gagne pas par les urnes, on le gagne par la rue. C'est ce qui était la promesse de Clémentine Autain et de Jean-Luc Mélenchon pendant l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut garder raison et faire en sorte que il y ait une contestation dans le pays. Elle est légitime et moi je ne remets pas en cause le droit de grève, je ne remets pas en cause le droit de manifester. Ce que je ne cautionne pas, ce sont les violences, les insultes, les menaces sur les élus, sur ceux qui ont fait leur rôle, qui ont mené à bien leur mission, c'est-à-dire de voter pour un texte. Quand on est parlementaire, on va jusqu'au bout de notre mission, c'est-à-dire on propose, on amende et on vote un texte. On peut voter contre, mais on va jusqu'au vote. Et c'est ce qu'aujourd'hui n'ont pas voulu faire les oppositions. Il y aura peut-être un référendum d'initiative partagée, la procédure est enclenchée. C'est une manière de redonner la parole au peuple sans passer par la rue et la violence. Oui, je note d'ailleurs que pour tous ceux qui contestent les éléments de notre Constitution, ils arrivent à s'en servir et c'est un article de notre Constitution qui permet effectivement de redemander la parole au peuple par l'intermédiaire de ce référendum. Donc moi, je n'ai pas à me prononcer pour ou contre cet article de notre Constitution qui permet de solliciter l'avis des Français. Vous trouvez que le Sénat a redoré son blason en montrant qu'il était capable de voter malgré les tensions que vous évoquiez, alors que l'Assemblée n'a pas pu voter? Ou est-ce qu'on arrive aussi au bout d'un système bicaméral où ce vieux Sénat avec sa caisse de retraite autonome apparaît un peu obsolète? Je pense au contraire que le Sénat a démontré et a réaffirmé la sagesse du Sénat, c'est-à-dire corriger un peu les excentricités de l'Assemblée nationale. Alors en rigolant, quand je fais visiter le Sénat aux collégiens, je dis toujours que nous, on est moins dans la posture, on est moins dans les effets de manche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la presse s'intéresse beaucoup moins à nous. Et en fin de compte, on fait la loi et 80% des amendements et des modifications que nous apportons à la loi se retrouvent dans la loi finale votée par le Parlement dans son ensemble. Donc on voit bien qu'il y a le Sénat est important dans notre démocratie. C'est un contre-pouvoir souvent à l'Assemblée nationale. Ça nous permet aussi d'amender et de préparer des propositions et des textes de loi qui vont pour l'intérêt général. Donc moi, au contraire, je trouve que le Sénat est important dans notre système et il l'a démontré en menant à bien cette discussion.
Encore une fois, nous sommes parlementaires et nous sommes élus par les Français pour voter des lois, pas pour faire de l'obstruction et des effets de manche. Il sera renouvelé par moitié à l'automne prochain, le Sénat. Quelles sont les ambitions de la majorité présidentielle, qui n'a pas de groupe pour l'instant constitué et solide au sein du Sénat? Ah, si. Enfin, il y a un groupe, mais enfin, on peut pas dire que ça soit un groupe très très large, pas majoritaire. Il y a un groupe qui est à l'image aussi de notre poids dans les collectivités locales. On est membre, donc il y a le groupe Renaissance, le groupe RDPI, dont je suis le vice-président et présidé par le président Patria. Il y a le groupe aussi des indépendants, à majorité Horizon, donc avec nos partenaires proches d'Édouard Philippe. Il y a aussi les Modem qui sont dans l'Union centriste. Vous voyez, en fait, nous sommes présents à la majorité présidentielle dans 3 groupes issus du Sénat. Et l'ambition, c'est d'en faire qu'un qui prenne la majorité sénatoriale? Non, je suis pas sûr. Je pense que on a une particularité au Sénat, c'est qu'on a des groupes politiques qui ne sont pas forcément à l'image des partis politiques. Et donc, on a dans notre ADN le compromis et ce travail en commun, ce consensus, cette recherche de consensus. Et donc, ça dépasse aujourd'hui le cadre seulement des partis politiques. Donc, je pense qu'on restera dans des maisons, dans des groupes politiques qui représentent la majorité présidentielle, mais plus large que les partis. Est-ce que ce n'est pas Horizon qui va tirer son épingle du jeu des sénatoriales pour lancer Édouard Philippe vers la présidentielle? Ils ont eu beaucoup d'élus municipaux qui votent au sénatorial. Je ne sais pas. Moi, je souhaite la réussite des partis de la majorité présidentielle. Nous avons de très bonnes relations avec le groupe Horizon. On a vocation d'ailleurs à avoir des candidats communs et des listes communes dans les départements pour faire en sorte que à la fois Renaissance, Horizon et le Modem puissent faire liste commune dans un certain nombre de départements pour ce renouvellement sénatorial. La gauche macronienne, ça a encore un sens aujourd'hui? Oui, parce que encore une fois, je crois à cette en même temps voulu par le président de la République depuis 2017, de prendre des bonnes énergies de gauche et de droite, et ça ne m'empêche pas, moi, être issu de la gauche, de travailler avec des gens comme Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, issus de la droite, et je me sens très à l'aise de pouvoir justement échanger et de faire en sorte qu'on apporte chacun notre sensibilité pour faire en sorte de trouver les meilleurs compromis pour la France. Sans vous sentir dilué tout doucement dans une Macronie plus à droite, fiscalement, sur la sécurité, sur l'identité? Non, parce que moi, vous savez, je pars du principe que avant de répartir la richesse, il faut la créer, et donc je suis très à l'aise avec le programme économique de la majorité présidentielle. Je suis très à l'aise avec l'ordre qui est nécessaire dans notre pays, avec un certain nombre de règles. Et donc, moi, j'ai pas de problème de conscience avec ce que nous portons aujourd'hui dans la majorité présidentielle. Et pour succéder à Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a un présidentiable qui vient de cette gauche macronienne? Moi, vous savez, je ne fais pas de présages et j'attends. On est au début du quinquennat. Je pense qu'on a besoin d'un nouveau souffle après cette réforme des retraites. On a encore un certain nombre de mesures et de projets à mettre en place avec le président Macron. On en est au début de son 2e quinquennat. Faisons en sorte d'aller jusqu'au bout avant de présager un successeur. Xavier Iacovelli, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. La réforme des retraites, bien sûr, au cœur de l'actualité. Dans moins de 5 minutes, on fera le point, et notamment sur les perturbations dans les transports en commun liées à cette fameuse réforme. À tout de suite.